Et l'endroit dans lequel il est retrouvé va intriguer particulièrement la femme de ménage. Son corps est retrouvé en état de décomposition dans sa baignoire. Or, le personnel de maison, notamment la femme de ménage attitrée de M. Francesco, nous a affirmé que celui-ci ne prenait plus de bain depuis très longtemps. À son âge, on se sert de douche italienne, mais on n'a pas le loisir d'aller dans une baignoire. « 26 mai 2012, à Pau. Comme chaque semaine, Catherine appelle son père Robert. Un appel qu'elle n'est pas prête d'oublier. J'appelle et c'est une voix de femme inconnue qui me répond. Allô ? Elle me dit qu'elle ne va pas pouvoir me parler parce qu'il n'est pas bien depuis quelques jours, il est alité. Je vous ai appelé tout à l'heure, je voudrais absolument parler à mon père. Je lui ai quand même demandé de me passer mon père, j'aimerais bien lui parler. Écoutez, passez-le-moi quand même. Il a bredouillé des choses incompréhensibles, on voyait bien qu'il avait la voix pâteuse, complètement pâteuse, qu'il n'arrivait pas à articuler. Je me dis, c'est quand même bizarre, mon père, il est jamais malade. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Catherine est très inquiète. Son père a 87 ans et habite à 900 km de chez elle, à Annemasse. Et surtout, elle se demande qui est la femme qui lui a répondu. Elle décide donc d'appeler la police. J'ai appelé le commissariat de police d'Annemasse. J'ai expliqué donc ce que je venais d'entendre et que j'étais inquiète. Et que, voilà, s'il pouvait aller voir ce qui se passe, ça serait bien, oui. En fait, les craintes de Catherine vont s'avérer fondées. Les policiers vont se rendre assez rapidement au domicile du vieux monsieur. Ils arrivent sur le palier et à ce moment-là, la porte qui les intéresse s'entrouvre. Ils aperçoivent furtivement une femme qui, dès qu'elle voit l'uniforme, referme la porte. Les policiers ont le temps de mettre le pied dans la porte pour empêcher donc qu'elle se claque. Ils rentrent en force et ils sont face à une femme d'une 50aine d'années qui a une valise à la main qui était sur le point de partir. Cette femme qui tente de s'enfuir, la voici. Elle s'appelle Patricia Dagorn. Les policiers l'interpellent et fouillent l'appartement à la recherche du vieux monsieur. Ils trouvent le vieil homme au pied de son lit, comme s'il était tombé du lit. Le vieil homme est dans un très mauvais état. Il gît là, dans sa saleté, dans sa crasse, au milieu de ses excréments. Il ne va pas bien du tout. Les policiers appellent les secours et placent immédiatement Patricia Dagorn en garde à vue. Ils ignorent que c'est le début d'une incroyable enquête, une affaire hors norme qui va révéler de lourds secrets. J'étais sur le chemin de la mort, il n'y a pas de problème. Les expertises toxicologiques révèlent qu'il a absorbé une dose importante de Valium. Il me dit vous avez sauvé la vie de votre père parce que votre père a été victime d'une veuve noire. Elle m'a drogué sans arrêt. Elle mettait de la drogue dans ma boisson. Sa monnaie d'échange, c'était le sexe. Pour Patricia, les hommes sont des rotatifs habillés à argent, à fric, à pognon. J'ai été vraiment dégoûté de me dire que ça, c'était ma mère. Elle ne montrera aucun signe de regret. À Thonon-les-Bains, Robert est entre la vie et la mort, en soins intensifs. Les médecins essaient de comprendre ce qui lui est arrivé. Et ce sont les analyses toxicologiques qui vont apporter un début de réponse. Un policier appelle la fille de Robert pour lui communiquer les résultats des analyses. Il me dit vous avez sauvé la vie de votre père. Les expertises toxicologiques révèlent qu'il a absorbé une dose importante de Valium.
Les expertises toxicologiques du sang et des cheveux de M. Robert ont révélé la présence de diazépam, substance commercialisée sous le nom de Valium et susceptible de provoquer un fort ralentissement psychomoteur et une altération de la vigilance. C'est très curieux parce que Robert ne s'est jamais fait prescrire ce produit, ce médicament. Ah non, mon père ne prenait pas de Valium, non. Non, je pense qu'il n'en a jamais pris. Mais ce n'est pas tout. Chose incroyable, le vieux monsieur a été violenté. C'est l'examen médical qui va révéler ce que l'on peut qualifier de maltraitance. Robert a été violenté, porte des traces d'échymose. C'est un vieux monsieur qui est en très très mauvais état. C'est affreux, c'est un cauchemar. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose de grave. Les enquêteurs en sont convaincus. Robert a été empoisonné et maltraité. Et ils soupçonnent fortement Patricia Dagorn, la femme qu'ils ont interpellée, d'être impliquée dans cette affaire. Et c'est en fouillant sa valise que leurs soupçons vont se confirmer. Les policiers découvrent 7 flacons de Valium. Quand on sait qu'il a ingurgité une dose massive de Valium et qu'on retrouve ces mêmes produits dans la valise de Patricia Dagorn, le lien est relativement vite fait. Mais face aux enquêteurs, Patricia Dagorn se montre sûre d'elle et semble avoir réponse à tout. Elle raconte d'abord qu'en réalité, c'est elle qui prend le Valium. C'est elle qui en consommait, qui s'en était faite prescrire pour se détendre. À une époque, elle a eu des angoisses et donc elle avait récupéré ses flacons auprès de médecins et elle avait des ordonnances sur elle. Patricia Dagorn raconte que Robert a avalé à son insu le Valium lors du dîner qui a eu lieu quelques heures plus tôt. Au menu, il y avait du riz avec du saumon. Elle a mis quelques gouttes de Valium dans son assiette. Et elle dit que la seule explication pour que Robert en ait absorbé, c'est qu'il a dû lui prendre son assiette. Enfin, quelque chose de complètement illogique, si vous voulez. Le problème, c'est que l'état de santé de Robert ne correspond pas avec l'absorption d'une dose unique de Valium. En fait, ça correspond plutôt à un empoisonnement important, continu, répété. Tout aussi facilement, Patricia Dagorn explique les nombreux hématomes que l'on retrouve sur le corps du vieil homme. Patricia Dagorn nie avec véhémence toute maltraitance sur Robert, elle ne l'a pas violenté. En fait, pour elle, il serait tombé tout seul. Elle a indiqué que Robert pouvait à de nombreuses reprises lui-même chuter. Clairement, les marques qu'on avait retrouvées sur Robert pouvaient tout à fait correspondre à une simple chute accidentelle. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs retrouvent dans les affaires de Patricia Dagorn une carte bancaire au nom de Robert, ainsi que le chéquier du vieil homme. Mais là encore, elle a une explication. Patricia explique que c'est Robert qui lui a donné le chéquier pour qu'elle aille faire les courses du couple. Seulement Patricia Dagorn peine à convaincre les policiers. D'autant qu'ils vont découvrir qu'elle est arrivée très récemment dans la vie de Robert. Leur liaison semble avoir débuté 6 jours plus tôt. Robert est un vieil homme, un octogénaire en mal d'amour. Il vit loin de sa fille, qui vit à 900 km de lui, à Pau, et il croise la route de Patricia Dagorn le 20 mai 2012. Il a vu cette femme qui attendait devant un hôtel social. Il y a eu un échange de regards, de sourires. Et c'est elle qui l'aborde en lui disant qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle vient d'arriver, qu'elle cherche un toit, qu'elle cherche un endroit pour dormir. Et mon père lui dit, écoutez, j'ai un grand appartement, j'ai une chambre que je peux mettre à votre disposition en attendant que vous trouviez quelque chose, que vous régliez votre problème. Le vieil homme propose donc d'aider Patricia Dagorn gratuitement. Enfin presque. Car Robert va fixer une condition toute particulière. Il va lui proposer de l'héberger, mais avec une petite condition suspensive, c'est qu'ils aient des relations intimes. En fait, il échange l'hébergement contre des rapports sexuels. Pour Robert, rencontrer une femme de 30 ans de moins que lui, c'est plutôt flatteur.
C'est bien, oui, pour lui, c'est bien. Bon, c'est sûr qu'elle était un peu jeune, mais enfin, c'est bien. Bon, ça faisait 5 ou 6 ans qu'il était veuf, qu'il souffrait de la solitude. Donc, ben oui, s'il pouvait rencontrer quelqu'un avec qui il s'entende bien, qui s'occupe de lui, qui comble un peu sa solitude, etc., c'est très bien, oui. Ce qui est certain au regard de leur parcours respectif, c'est qu'ils étaient très seuls et en demande d'affection. Et l'un et l'autre ont pu trouver dans cette rencontre un moyen de mettre un terme à leur solitude. Le soir même de leur rencontre, Patricia Dagorn s'installe donc chez Robert. Mais dès le lendemain, l'attitude de la quinquagénaire va changer du tout au tout. Elle a accompagné mon père à la banque pour qu'il retire de l'argent avec la carte bleue. Donc là, il lui a fait retirer 600 €. Patricia essaye d'utiliser la carte de Robert pour retirer de l'argent et en fait, elle bloque la carte. Alors elle va contacter la banque, demander une nouvelle carte, un nouveau code confidentiel et en fait, son but, c'est d'accéder au compte courant de Robert et à sa fortune. Manifestement, Patricia Dagorn n'était plus intéressée par l'argent de Robert que par l'homme. À l'hôpital d'Annemasse, le vieil homme hospitalisé se réveille enfin. Et interrogé par une grande radio nationale, il raconte le calvaire que Patricia Dagorn lui a fait vivre. J'ai eu affaire à elle pendant 5-6 jours. Elle n'arrêtait pas de demander de l'argent, quoi. Je lui avais donné 600 €, c'était déjà pas mal. Elle en voulait toujours plus. Elle m'a drogué sans arrêt. Elle mettait de la drogue dans ma boisson. Elle m'a fait tomber violemment sur le sol. Elle a tiré le drap d'un coup. Elle m'a fait tomber en bas du lit sur le dos. Des coups de pied ou des coups de poing. Ça m'a fait très mal et je suis toujours pas en forme. Hein. Il dit qu'elle n'a pas été gentille, que très vite, effectivement, elle lui a donné des ordres, elle lui a demandé de faire des choses qu'il ne voulait pas forcément faire et que, à la fin, elle l'a carrément malmenée, hein, puisqu'elle l'a fait tomber du lit en tirant le drap. Elle n'a pas du tout été gentille avec lui, non. Et Robert ajoutera « J'ai failli mourir pour quelques jours d'amour ». Lorsque Catherine, la fille de Robert, arrive au chevet de son père, elle réalise qu'il est passé à côté du pire. Quand je l'ai vu, effectivement, je me suis dit que je ne sais même pas s'il aurait passé la nuit. Hein. C'est-à-dire qu'il était complètement déshydraté, dénutri. Il n'avait plus que la peau sur les os. J'ai compris, oui, que la situation avait été très grave et que c'était du sérieux, oui. Patricia Dagorn est placée en détention provisoire à la prison de Thonon-les-Bains. Elle est mise en examen pour empoisonnement et maltraitance. Cependant, et malgré les éléments qui l'accusent, elle clame son innocence avec force. Depuis sa prison, elle va écrire des centaines de lettres à tous ses proches. En voici un extrait. Le pire est que je n'y suis pour rien dans ce qui s'est produit. Ça, je te le jure. Un vieux est tombé à côté de son lit et a porté plainte. Et me voilà accusée de non-assistance à personne en danger et on me met tout sur le dos. Je n'avais fait qu'une escale chez cette personne. Et en rentrant chez lui, je le retrouve par terre. Alors, qui est cette femme que tout semble accuser et qui clame son innocence ? Les policiers sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir en fouillant le passé de la quinquagénaire. Un passé particulièrement trouble. Patricia Dagorn n'a pas eu une enfance heureuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle est née dans une famille assez pauvre, avec un père alcoolique qui ne l'a pas reconnue et qui s'est montré violent dès les premiers temps de sa vie. Dès l'âge de 6 ans, Patricia a été placée dans des familles d'accueil. Donc dès l'origine, on a une situation qui a été très précaire pour Patricia Dagorn, une précarité qu'on va retrouver tout au long de sa vie, elle-même ayant dû faire face à des situations difficiles avec ses compagnons, puis ensuite avec ses enfants. L'homme qui a marqué les jeunes années de Patricia Dagorn, le voici. Il s'appelle Luc Caron et a partagé sa vie pendant 23 ans. Le temps a passé, mais il garde en mémoire le jour de leur première rencontre. Quand j'ai rencontré Patricia le 19 février 1982 à 19h45, je crois même que c'était un vendredi, j'ai cru que le soleil arrivait sur moi.
C'était magnifique. Patricia, c'est une gueule d'ange sur un corps de démon. Elle avait 22 ans et moi un peu plus de 35 ans. J'étais amoureux fou. Luc Caron a une personnalité assez singulière. Lorsqu'il se rencontre avec Patricia Dagorn, il se présente comme magnétiseur, comme voyant, comme psychothérapeute, au final comme escroc. Le couple file le parfait amour et s'installe dans le Gers. Ils auront 2 garçons. J'ai été très heureux avec Patricia. Très heureux. Mon dernier moment heureux avec Patricia, c'était la naissance de Guillaume. Après, ça a été la déglingue complète. Car un soir de mars 1992, l'histoire d'amour va tourner au cauchemar. Luc Caron rentre chez lui totalement ivre et pour une raison inexpliquée, il devient fou. J'ai pété un câble, quoi. Et là, ce jour-là, ça a été grave. Parce que j'ai complètement déconnecté. Je ne me suis réveillé que 3 jours après. L'homme s'en est pris avec une violence inouïe à sa femme et à ses 2 enfants. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ni comment je l'ai fait. Et sauf qu'on m'a arrêté comme on m'a emmené en prison, quoi. Luc Caron est arrêté et condamné le 8 avril 1993 à 11 ans de réclusion criminelle pour acte de barbarie sur sa compagne et leurs 2 enfants. Mais contre toute attente, Patricia Dagorn ne va pas le quitter. Elle va même régulièrement lui rendre visite à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré. Tu veux aller voir papa ? À l'époque, elle est suivie par des caméras de télévision pour un reportage sur les lieux d'hébergement des familles de détenus. Ça a été pour moi la possibilité en fait de pouvoir voir mon mari régulièrement. Sinon, je ne pouvais pas. Quand on arrive ici, on se retrouve en commun avec des gens qui ont vécu la même chose que nous, en fait. 3 ans après les faits, alors qu'il est toujours en prison, Patricia Dagorn décide d'épouser Luc Caron. C'est là qu'on voit que la relation entre Luc Caron et Patricia Dagorn est étrange. Pourquoi se marier avec son bourreau ? Elle a un lien qualifié de pathologique à l'égard de cet homme. À sa sortie de prison en 2002, Luc Caron regagne le domicile conjugal. L'homme est à nouveau très violent, à tel point que Guilhem, le plus jeune des enfants, en sera marqué à jamais. Nous l'avons retrouvé et il a accepté de témoigner. J'ai vécu le retour de mon père à la maison comme une période très effrayante. Il y avait beaucoup de tension dans la maison. À l'époque, je souhaitais quand même protéger ma mère et c'était une menace pour moi. C'était une mauvaise période. Pour Patricia Dagorn, c'en est trop. Elle décide de tout plaquer et demande le divorce. Pendant près de 10 ans, elle ne fait plus parler d'elle, jusqu'à son arrestation en 2012 pour l'affaire de Robert, à Annemasse. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car elle cache bien d'autres secrets. En fouillant la valise de Patricia Dagorn lors de son arrestation, les policiers ont fait une autre découverte capitale. Des documents plutôt inquiétants. Les policiers découvrent dans la valise de Patricia Dagorn une quantité incroyable de papiers qui concernent d'autres hommes. C'est tous des documents officiels, des photocopies de cartes d'identité, des cartes bleues, des RIB, même des testaments. Alors, il y a certains de ces documents au nom de Robert d'Annemasse, mais aussi des documents au nom d'une dizaine d'autres personnes. Alors, Patricia Dagorn aurait-elle empoisonné d'autres hommes que Robert ? Eh bien, cela n'est peut-être pas impossible. On se rend compte que 2 hommes sont morts sur la Côte d'Azur dans des circonstances un peu suspectes. Et ces 2 hommes, on a retrouvé des papiers à leur nom dans les affaires de Patricia Dagorn. Le premier nom trouvé dans les affaires de Patricia Dagorn, et sur lequel les policiers vont enquêter, est celui de Michel Kneffel. Le 23 juillet 2011, à Nice, dans un petit hôtel près de la gare, on découvre le cadavre de Michel Kneffel.
L'homme a une 60aine d'années, il gît dans une petite chambre d'un hôtel minable. Ce jour-là, les policiers retrouveront près de la victime Patricia Dagorn, qui se présentera comme étant la compagne de Michel Kneffel. Michel Kneffel est un compagnon d'infortune de Madame Dagorn. C'est un sans domicile fixe. Ils errent tous les deux dans la ville. L'hôtelier sera entendu par la police et expliquera dans quel état il a vu arriver le matin même Michel Kneffel, qui n'était apparemment pas dans son assiette, au bras de Patricia Dagorn. Michel présente des symptômes de fatigue sérieuse. Il n'est pas en bon état, il n'est pas en bonne santé. Il n'arrivait même pas à porter sa valise. Il a échoué dans cette chambre d'hôtel. L'hôtelier déclare avoir vu M. Kneffel monter en titubant les escaliers, un pas chancelant. Puis Mme Dagorn l'enferme dans la chambre d'hôtel. Elle est revenue vers 23h, 23h30, et là, elle le découvre comme ça, face contre terre, dans une mare de sang. C'est elle qui a prévenu les policiers. Cette affaire a été classée par les autorités comme une mort naturelle. Ils avaient diagnostiqué une embolie pulmonaire et aucune enquête supplémentaire n'avait été diligentée. En effet, à l'époque, l'autopsie pratiquée sur Michel Kneffel avait révélé la présence de Valium dans son sang, mais pas en quantité suffisante pour provoquer sa mort. Un taux supérieur à 5000 nanogrammes par millilitre peut être mortel. Le sang de Michel Kneffel contient 448 nanogrammes par millilitre. Le taux retrouvé dans le sang de M. Kneffel est 10 fois inférieur au taux mortel. Il est impossible, et à ce taux-là, de porter atteinte à la vie de M. Kneffel. Alors, la mort de Michel Kneffel était-elle vraiment naturelle ? Ce dossier n'aurait-il pas à l'époque été classé un peu trop vite ? C'est la question que se posent aujourd'hui les policiers. La mort de M. Kneffel devient suspecte parce que finalement, quand bien même les analyses toxicologiques avec le mélange du Valium et de l'alcool auraient pu conduire à une mort naturelle, les enquêteurs font le parallèle avec l'affaire d'Annemasse, lui-même empoisonné au Valium. Toutefois, une incertitude demeure. Quel aurait été le mobile de Patricia Dagorn pour tuer Michel Kneffel ? Car l'homme n'a pas un sou. Les choses sont claires dès l'origine. M. Kneffel, il n'a rien. Il n'a rien à léguer. À Nice, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car ils découvrent que Patricia Dagorn s'était inscrite 3 mois après la mort de Michel Kneffel dans une agence matrimoniale. Le parcours de vie de Patricia Dagorn est marqué par la solitude. À un moment donné, l'inscription dans une agence matrimoniale lui apparaît comme un moyen de rompre cette solitude et de faire des rencontres qu'elle n'arrive pas à faire dans son quotidien. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, pour trouver l'âme sœur, Patricia Dagorn va s'inventer un personnage qu'elle n'est pas. Patricia Dagorn se présente comme une femme d'affaires, bijoutière, diamantaire, alors qu'elle n'a jamais eu une activité de joaillerie. Voici l'annonce que Patricia Dagorn avait rédigée. 51 ans, nouvellement installée dans la région, elle est diamantaire de formation, jolie, bien faite, un bon discours, une intelligence vive, aime particulièrement la mer et le soleil, les beaux endroits et les intérieurs douillés, où elle peut recevoir et cuisiner. Elle sera la compagne idéale et attentionnée que vous attendez. Dans son annonce, effectivement, elle laisse transparaître ses rêves. Mais c'était aussi un moyen pour elle de pouvoir se retourner vers des hommes qui correspondaient pour elle au profil d'un homme qui pouvait la sécuriser. Et la sécurité, Patricia Dagorn l'imagine avec un profil d'homme bien particulier. Elle demande à rencontrer exclusivement des hommes beaucoup plus âgés qu'elle. Elle demande à rencontrer des hommes âgés de 80 ans et plus. C'est étonnant parce qu'à cette époque-là, elle a quand même une 50aine d'années et des hommes, si possible, avec une fortune personnelle. Une fois qu'elle avait une cible précise, sa monnaie d'échange, c'était le sexe. Elle offrait des rapports sexuels à ces hommes, en contrepartie desquels il devait, bien évidemment, lui offrir le gîte et le couvert, mais aussi participer à ses projets financiers.
Et parmi les rencontres que Patricia Dagorn a faites dans cette agence matrimoniale, les enquêteurs découvrent qu'un autre homme est mort de façon suspecte. Le 8 février 2011, on découvre le cadavre de Francesco, un monsieur de 86 ans. Il est en état de décomposition dans sa baignoire. Et c'est sa femme de ménage qui va découvrir le corps de ce vieux monsieur. Comme Francesco Filippone est diabétique et cardiaque, sa mort est là encore à l'époque considérée comme naturelle et classée sans suite. Mais aujourd'hui, les enquêteurs ne voient pas les choses sous le même prisme. C'est un homme qui vit seul depuis le décès de sa femme en 2008. Ses enfants habitent loin. Il est aisé. Il habite une belle maison à Montsartou. C'est un homme riche. C'est donc la proie idéale pour Madame Dagorn. Francesco, cet Italien, est un homme qui prend soin de lui, toujours tiré à 4 épingles, plutôt charmeur. Pour son âge, il est quand même plus de 80 ans. Francesco est veuf depuis 4 ans, il cherche activement une nouvelle compagne. Il s'est inscrit dans la même agence matrimoniale que Patricia Dagorn et ils vont se rencontrer en janvier 2011. Monsieur Francesco, qui est un homme en possession de toutes ses facultés physiques, a envie d'avoir une compagne pour aussi avoir des relations sexuelles. Leur idylle va durer quelques jours. Elle dort chez lui, elle passe du temps avec lui. Et là encore, le scénario se répète. En quelques jours, l'état de santé de Francesco se dégrade. Et comme par hasard, c'est justement pendant qu'il entretient une relation avec Patricia Dagorn. Quelques jours avant sa mort, Monsieur Francesco vient consulter son médecin traitant. Ce médecin, qui est habitué à voir un homme sûr de lui, en pleine forme, voit un homme amoindri, qui a une démarche un peu chancelante. Il nous exprime que finalement, tout pourrait laisser penser à un abus de médicaments. Très vite, les proches de Francesco vont remarquer que quelque chose cloche. Car au-delà de son état de santé, c'est la femme qui dorénavant vit chez lui qui pose question. Le 27 janvier 2011, la femme de ménage qui a l'habitude de passer chez Francesco vient chez lui. Elle a été reçue par une femme qui lui a dit que ce n'était pas la peine de rentrer, qu'on n'avait pas besoin d'elle. Cette femme ne peut être que Patricia Dagorn. La semaine suivante, la femme de ménage revient. Elle trouve porte close et donc inquiète, elle décide d'appeler les secours. En réalité, Francesco est mort depuis plusieurs jours. Et l'endroit dans lequel il est retrouvé va intriguer particulièrement la femme de ménage. Son corps est retrouvé en état de décomposition dans sa baignoire. Or, le personnel de maison, notamment la femme de ménage attitrée de Monsieur Francesco, nous a affirmé que celui-ci ne prenait plus de bain depuis très longtemps. À son âge, on se sert de douche italienne, mais on n'a pas le loisir d'aller dans une baignoire. À l'époque, les interrogations de la femme de ménage ne seront pas prises en compte. Et si le cas de Francesco ressemble beaucoup à celui de Robert Danmas, les enquêteurs ne peuvent désormais pas aller plus loin dans leurs investigations. Et pour cause. Le problème, c'est que le corps a été très rapidement incinéré, donc il est impossible de réaliser des analyses toxicologiques complémentaires, donc on ne peut pas prouver s'il y a eu des traces de Valium dans son organisme. Coïncidence troublante. Le jour de la mort de Francesco, Patricia Dagorn a touché une importante somme d'argent. Ce qui laisse supposer l'implication de Madame Dagorn dans le meurtre de Monsieur Francesco, c'est que le jour de son décès, soit le 1er février 2011, Madame Dagorn encaisse un chèque de 21 000 €. Ce qui est étonnant dans le comportement de Monsieur Francesco, c'est que ce monsieur est connu comme étant quelqu'un de pingre, proche de ses sous, bien qu'il en ait. Et puis, sa rencontre avec Madame Dagorn le fait dépenser de manière inconsidérée son argent, alors que ce n'est pas du tout une habitude chez ce monsieur. Confrontée à ces nouvelles accusations, Patricia Dagorn continue depuis sa cellule de clamer son innocence. Elle va d'ailleurs écrire à son ex-mari Luc Caron,
qu'elle n'est pour rien dans la mort de Francesco. Et voici ce qu'elle lui dit. Ma rencontre avec Francesco à Cannes, une rencontre très courte dans le temps, très distante. Je l'avais quitté très vite à cause de l'incompatibilité de son âge et du mien. Je l'ai quitté vivant et je n'ai appris son décès que plus tard par son fils. Mais nous étions tombés d'accord pour nous associer pour reprendre la gérance de cette petite boutique de joaillerie. Francesco m'avait fait un chèque de 21 000 €. J'avais gardé ce chèque et je suis rentrée à Cannes où j'ai déposé ce chèque en ignorant totalement le décès de Francesco. Patricia Dagorn explique qu'elle a quitté Francesco à cause de leur trop grande différence d'âge. Le jour de sa mort, elle est à Cannes et elle a encaissé ce chèque, mais c'est une coïncidence. Et les policiers, là, commencent à se dire ça fait beaucoup de coïncidences et ils se demandent si ce n'est pas vraiment une femme dangereuse. Pour l'ex-mari, Patricia Dagorn est avant tout une femme vénale. Patricia est une affairiste, pas une femme d'affaires. Une affairiste dans le sens où elle attrape tout ce qui peut passer à sa portée, qui fait son affaire à elle. 10 € par là, 500 € par là, 1 000 € par-ci. Ça, oui. Elle saute sur les occasions. Pour Patricia, les hommes sont des rotatifs habillés à argent, à fric, à pognon. C'est l'art. La matière première pour faire du fric. C'est tout. C'est rien d'autre. Et cela, Luc Caron n'est pas le seul à le penser. En décembre 2011, elle m'a présenté ce vieil homme qui a été très sympa, qui nous a payé le restaurant. Et quand il est allé vers la caisse, elle m'a dit « T'inquiète, cet homme-là, je ne l'aime pas. J'en veux qu'à son argent. » J'ai été vraiment dégoûté de me dire que ça, c'était ma mère. Patricia Dagorn serait donc une femme vénale. Pour autant, est-elle une menthe religieuse qui empoisonnerait ses amants pour leur soutirer de l'argent? En tout cas, pour les enquêteurs, les similitudes entre les cas de Robert, Francesco et Michel Kneffel laissent penser qu'elle a mis au point un véritable mode opératoire. Finalement, on se demande vraiment si cette femme n'est pas une manipulatrice, une prédatrice. C'est une prédatrice dans la mesure où elle cherche toujours le même profil d'hommes. Des hommes vulnérables, âgés, esseulés et qui sont dans une profonde misère affective. Seulement les policiers n'ont aucune preuve formelle. C'est un dossier qui est extrêmement fragile. C'est un dossier d'impression, c'est un dossier de nuances, mais c'est en tout cas, ça repose sur rien de concret. Alors, pour tenter de confondre Patricia Dagorn, les policiers vont adopter une autre méthode. Le 16 novembre 2013, la police judiciaire de Nice décide de passer un appel à témoins dans la presse locale. On y voit la photo de Patricia Dagorn au moment où elle a été interpellée. Et on explique que cette femme est soupçonnée d'empoisonnement sur personnes vulnérables. En fait, on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres victimes. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Nice pour assassinat, empoisonnement avec préméditation, administration de substances nuisibles, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, la brigade criminelle de la police judiciaire de Nice demande à toutes les personnes victimes des agissements de cette femme dont la photo est publiée de la contacter. Cet appel à témoins a été passé dans le cadre d'une publication d'un journal beaucoup plus large avec en gros titre « L'empoisonneuse de la Riviera ». C'est une empoisonneuse. Si vous l'avez rencontrée, vous êtes certainement l'une de ses victimes. Manifestez-vous. Mais cet appel à témoins ne va rien donner. Donc les policiers vont fouiller dans les archives de l'agence matrimoniale pour essayer de voir qui est rentré en contact avec Patricia Dagorn. Et les enquêteurs vont tomber sur cet homme. Lui aussi s'appelle Robert. Il a vécu 3 mois avec Patricia et sait qu'elle a tenté de l'empoisonner. Mais il n'a jamais porté plainte. C'est un octogénaire, là encore, mais encore vif, encore actif, il est très entouré. Bon, il a perdu sa femme quelques années auparavant et il se sent très seul. Il a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un.
Vous savez, au début de l'hiver, à la fin de l'automne, quand il commence à faire froid, où il y a un rayon de soleil, vous avez tendance de freiner votre pas pour profiter de ce rayon de soleil. Vous savez que ça ne va pas durer, et vous voulez en profiter. Quand vous voyez une femme qui est beaucoup plus jeune que vous, mais qui est sympathique, vous n'êtes pas maso. Vous n'avez pas refusé ce moment agréable. Voilà, c'était un rayon de soleil affectif, simplement. Robert est un homme qui a tout pour plaire à Patricia Dagorn. C'est un homme qui a une bonne situation et il possède un grand appartement à Fréjus. Et au moment où il rencontre Patricia Dagorn, il va bientôt hériter d'un bien immobilier de la part de sa sœur. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a un héritage. Il est vraiment la proie idéale pour cette femme. Elle voit certainement chez cet homme la possibilité d'avoir ce qu'elle espérait tant. Donc effectivement, elle va demander à Robert de lui faire profiter de ça parce que c'est ce dont elle a manqué depuis sa naissance. Encore une fois, auprès de Robert, Patricia Dagorn se montre très intéressée par l'argent. Ah mon Robert, que j'aime pour toujours. Je reviens toujours vers toi. Le compte accrédité pour le cas où tu voudrais vraiment m'aider. Merci à toi. Pour présenter des projets, alors des fois il fallait 350 000, des fois 150 000, des fois 10 000, des fois 1500 pour son ordinateur. Des fois des petites sommes, des fois des grosses sommes. Ces fréquentes demandes me rebutaient. Pas question que je fasse des prêts. Robert refuse les demandes d'argent de Patricia et il raconte que sa santé se dégrade. Alors lui, comme les autres, assez rapidement, il se sent fatigué. Et il chavire le soir, tout de suite après le repas. Il a parfois même pas le temps d'aller jusqu'à son lit, tellement il est fatigué. Ce qui est quelque chose de nouveau dans la vie de ce monsieur. Lorsqu'il fréquente Madame Dagorn, son entourage, son voisinage se rend compte que cet homme toujours dynamique, avec le sourire, commence à s'éteindre progressivement. Quand j'étais avec elle, je titubais. Et un ami dit, mais qu'est-ce qu'il a, Robert? Il titube, il marche pas, tu le soignes ou quoi? Elle a répondu, je lui donne des vitamines. C'était de drôles de vitamines qu'elle me donnait. Hein. Voilà. Au moment où il fréquente Patricia Dagorn, Robert se comporte bizarrement, comme s'il était drogué. Alors la quinquagénaire lui aurait-elle donné du Valium pour ensuite lui soutirer de l'argent, exactement comme elle l'aurait fait pour les autres victimes. On est dans les nuages. Et je ne me rendais pas compte. Hein. Le 6 avril, Robert consulte son médecin, va faire une prise de sang. Et là, on va découvrir qu'il a une dose importante de Valium dans le sang. Or, monsieur ne prend pas de Valium. Son médecin traitant le suit depuis de nombreuses années. Jamais il ne lui a prescrit du Valium. Évidemment, ça pose problème. En fait, Robert le sait aujourd'hui. Patricia en voulait à son argent. Elle a écrit dans la même semaine 2 fois au notaire pour que je la fasse légataire universelle. Je lui laisse la jouissance de mon appartement et la procuration, la gestion de tous mes comptes bancaires. Évidemment, mon notaire m'a convoqué et on a convenu d'un accord commun qu'il ne fallait surtout pas céder. Robert il est parfaitement alerte, il est parfaitement en forme, il a toute sa tête et il dit clairement à son notaire, moi je ne modifierai pas mon testament. Robert commence à se méfier de Patricia Dagorn. Et 15 jours plus tard, il va faire une découverte qui va le convaincre de la quitter définitivement. Robert découvre qu'elle a passé une annonce dans une agence matrimoniale en Suisse, donc elle continue sa prospection de vieux monsieur, et comme il est jaloux, il décide de rompre définitivement. Madame, monsieur, je recherche un très beau mariage en Suisse avec une personne âgée. La colère m'a pris, je te fous dehors. J'avais des doutes déjà, mais ça m'a confirmé que c'était, pardonnez-moi ma grossièreté, mais elle est partie, bon débarras, voilà. Bon débarras, bon vent. À ce moment-là, Robert l'ignore, mais il vient de se sauver la vie. J'étais en danger de mort. S'il y avait une continuation de Valium, évidemment, je serais mort. Et dans l'état où j'étais, j'aurais une mort très douce.
Là, j'étais sur le chemin de la mort, il n'y a pas de problème. Et beaucoup d'amis me disent, Robert, tu viens de loin. Tu aurais été là, échappé belle. Voilà. Lorsque Robert apprend que Patricia Dagorn aurait fait d'autres victimes, il décide de porter plainte. Le fils de Francesco Filippone s'associe à lui dans le rang des parties civiles. Patricia Dagorn est accusée d'assassinat, d'empoisonnement avec préméditation, d'administration de substances nuisibles à une personne vulnérable. Patricia Dagorn fait alors les gros titres de la presse locale. Elle y est présentée comme l'empoisonneuse de la Riviera. Son ex-mari Luc Caron ne fait pas qu'accréditer cette version. Il va même beaucoup plus loin. Pour lui, Patricia aurait même tué sa propre mère en 1991 pour récupérer son argent. Elle s'est entraînée sur sa mère à donner la mort. Pour l'argent. Parce qu'il y avait 1 million de francs en jeu. Et on en a parlé, ça, du 1 million de francs. Et ce qu'on en a fait du 1 million de francs. Mais pour elle, c'était d'abord l'argent. La mère, on s'en fout. Une accusation que Patricia Dagorn dément avec véhémence et pour laquelle elle n'a jamais été inquiétée. Patricia Dagorn a toujours indiqué que Luc Caron avait seul encaissé l'argent issu de l'assurance vie concernant sa maman. Luc Caron a eu l'occasion de s'exprimer et de confirmer qu'il avait investi cet argent dans l'achat d'une belle voiture de luxe. Force est de constater qu'à aucun moment une enquête a été ouverte pour investiguer sur ces faits, ni à la demande de celui qui aujourd'hui l'accuse, ni par la justice elle-même. Il agit sur elle un peu comme un manipulateur. On en est même à se demander si il n'a pas créé le monstre qu'elle est devenue. Je ne suis ni Dieu ni Satan, donc je ne peux pas créer quelqu'un qui l'est déjà. Si elle est comme elle est, c'est qu'elle était déjà comme ça. La relation entre Patricia Dagorn et son ex-conjoint fait froid dans le dos. Le seul lien qui les relie, c'est un lien de haine. Leur relation est malsaine. Et je pense que cet homme est certainement pour beaucoup dans la déchéance de Madame Dagorn. La vérité, c'est que mes 2 parents se sont comportés très mal. Que ma mère a fait des choses très graves, qu'elle mérite d'être en prison. Aucun des deux ne dira la vérité. Le procès de Patricia Dagorn s'ouvre le 15 janvier 2018 devant la cour d'assises de Nice. La quinquagénaire est notamment accusée de l'assassinat de Michel Kneffel et de Francesco Filippone, d'empoisonnement avec préméditation et d'administration de substances nuisibles à une personne vulnérable. Elle risque 30 années de réclusion criminelle. Audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La femme qui se présente dans le box des accusés n'a plus rien d'une grande séductrice. Physiquement, Patricia Dagorn, c'est une femme frêle, les cheveux grisonnants, de petite taille. Elle ne ressemble pas à une séductrice comme on pourrait l'imaginer quand on parle d'empoisonneuse cinquantenaire qui séduit des hommes plus âgés. C'est vraiment une femme simple. Quand j'ai vu Patricia au tribunal, dans le box des accusés, ça m'a fait tout bizarre. Et en même temps, ça m'a fait du bien. Moi, je veux qu'elle avoue ce qu'elle a fait. Pour moi, tout ce dont on l'accuse, elle est coupable. Les débats vont durer 4 jours. 4 jours pendant lesquels Patricia Dagorn a choisi de livrer sa vérité. Le comportement de Madame Dagorn durant les 4 jours de procès est déstabilisant. Déstabilisant parce que vous avez une femme qui a réponse à tout, à toutes les questions qui lui sont posées. Madame Dagorn n'est jamais décontenancée. Elle n'éprouve aucune empathie envers ses victimes, elle est dans le déni et elle conteste tout. Lors de ces auditions, Madame Dagorn
ne vacille pas, elle est impassible, elle ne semble avoir aucun remords, éprouver aucun regret. Elle ne montrera aucun signe de regret. Patricia Dagorn fait à nouveau les gros titres de la presse. Coupable ou innocente, en tout cas les experts psychiatres dressent un portrait de la quinquagénaire pour le moins inquiétant. Elle présente une personnalité pathologique, instable, narcissique et psychotique, avec un discours et des propos évocateurs d'une mythomanie. Madame Dagorn présente une dangerosité potentielle extrêmement importante. Le 18 janvier 2018, au terme de 4 jours de procès, Patricia Dagorn est condamnée à 22 ans de prison. Pour son fils Guilhem, c'est une véritable libération. Je serais très content qu'elle passe le reste de sa vie en prison, parce que c'est une personne menaçante. Si on la laisse dehors, elle risque vraiment de continuer. Tant qu'elle n'est pas guérie mentalement, elle continuera à vouloir poursuivre son rêve en faisant du mal autour d'elle. Faire du mal, ça ne la dérange pas. Patricia Dagorn clame toujours son innocence. Elle a décidé de faire appel de sa condamnation. Elle reste donc présumée innocente. Son nom continue d'apparaître dans les journaux, mais à la rubrique « Rencontre ». Car chose totalement incroyable, elle continue à chercher le prince charmant. Je suis seule et divorcée depuis 2005. Je ne pense qu'à refaire ma vie. Sur le plan de ma personnalité, je suis très sentimentale et attachée aux vraies valeurs. Si cette notion d'être deux, unis dans la fidélité et le respect mutuel de l'autre vous convient aussi, c'est avec le plus grand plaisir que je ferai votre connaissance à l'issue de cette dure épreuve. La femme que je suis renaîtra dans vos bras.